Réponse agressive de l'Europe de l'Est, coup porté à la Chine par surprise. Inattendu. Qu'est-ce qui est plus important, la liberté ou l'argent? Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser ces questions. Nous ne pourrons pas y répondre, mais nous allons vous aider à y voir plus clair. La division du monde entre fournisseurs et consommateurs reçoit un retour de bâton de la part de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Ils commencent à ressentir ce que cela signifie de vexer un client. Voici la première loi du commerce. Le client doit être satisfait, le client doit être heureux. Alors le vendeur et le fournisseur sont heureux aussi. Rien n'est plus stupide que d'organiser un syndicat de fournisseurs alors qu'il y a des concurrents qui vont joyeusement reprendre ce que tu fais et proposer à d'autres prix si tu commences à les faire monter. On ne peut rien imaginer de plus stupide, mais comme vous voyez, ils l'ont fait. Vous avez entendu qu'après l'incursion des drones en Pologne, la Diète a décidé de fermer la frontière avec la Biélorussie. Ils ont posé du barbelé, des barrières et déployé des soldats. Alors qu'en pensez-vous? Qui se soucie vraiment de la Biélorussie et de la frontière polonaise? Oui, eh bien, si on y réfléchit, ce n'est pas rien. Oui, si on y réfléchit, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose d'énorme. La Pologne a fermé la frontière avec la Biélorussie pour une durée indéterminée, rompant ainsi des échanges vitaux de 25 milliards d'euros par an. Ils ont arrêté 23 milliards chaque année, l'artère de transport entre mais en Biélorussie, en réalité, il n'y a pas autant de marchandises. Il n'y en avait pas et il n'y en aura pas dans un avenir proche. Mais alors, d'où viennent les herbes? La route commerciale Chine-Union européenne? Oh là là! La Chine et l'Europe, c'est donc ça? Et les Européens viennent juste d'imposer des tarifs sur, appelons ça, disons, le pétrole chinois. Eh bien, le gaz aussi, oui, qui viennent d'Inde et de Chine, en refusant de les acheter. Et maintenant, c'est la Pologne? Eh bien, ce n'est pas elle-même, messieurs, qui a décidé cela. Non, pas du tout. Ce n'est évidemment pas une coïncidence. 2024, ce n'est pas une coïncidence. Cela montre que les intérêts géopolitiques priment sur la logique, sur les réalités et intérêts économiques élémentaires. Selon le gouvernement polonais, cette décision était initialement liée à la surveillance des grands exercices militaires russo-biélorusses, connus sous le nom de Zapad 2025. La Russie et la Biélorussie ont effectivement invité des observateurs étrangers, comme c'est généralement le cas lors de la tenue d'exercices militaires. Mais même après la fin de ces manœuvres, la Pologne a décidé de maintenir la frontière fermée. Citation. Tant que la situation ne sera pas totalement sûre, jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, jusqu'à la rupture, rédacteur, la Russie avec la Chine, rédacteur des sous-titres, jusqu'à la mort de Poutine, correcteur, jusqu'à quand? L'année 2003. Cet itinéraire, reliant la Chine à la Pologne via le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie, représente 90% du fret ferroviaire entre la Chine et l'Union européenne. Le commerce sur ce corridor a fortement augmenté cette année. Le volume des marchandises a augmenté de plus de 10% et la valeur des biens a grimpé de près de 85%, atteignant plus de 25 milliards d'euros l'année dernière. Nous ne parlons pas de petites choses. Nous parlons d'un immense flux de marchandises chinoises vers l'Europe. Ne pensez-vous pas que dans tout cela, on sent la longue main de Washington, plus précisément de Trump? Et que vont faire les Chinois maintenant? La fermeture pourrait détourner le commerce par le Kazakhstan, la mer Caspienne, la mer Noire, puis vers l'Europe du Sud ou la Turquie. Et cette route alternative est beaucoup plus coûteuse et bien plus lente. Cela signifie une augmentation du coût des produits chinois et une plus grande possibilité pour les concurrents d'évincer la Chine du marché dans certains domaines avec certains produits. Et dans tout cela, la Russie et sa guerre contre l'Ukraine sont à blâmer. Environ 10 000 chauffeurs routiers biélorusses travaillant pour des entreprises de transport polonaises sont désormais pratiquement bloqués.
Ces personnes sont bloquées dans une situation précaire, incapables de franchir la frontière polonaise pour travailler ou rentrer chez elles. Toutes les marchandises sont bloquées, y compris les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et d'autres livraisons urgentes. En outre, cela se dégrade aussi à l'intérieur des camions, conteneurs et wagons. Où les Chinois vont-ils se précipiter ? Il y a la Lituanie pas loin, il y a l'Estonie. Là-bas, le réseau ferroviaire n'est pas aussi puissant et développé. Les contrôles douaniers y prennent beaucoup de temps, ils sont petits et peu pratiques, mais le plus important, c'est que même les Mikoyan Gourevitch russes sont déjà entrés en Estonie. L'une des plus grandes crises entre l'Union européenne et Moscou se déroule sur un pont frontalier de 162 mètres reliant Narva en Estonie et Ivangorod en Russie. Aujourd'hui, seule une amère ironie et une tempête imminente planent sur ce pont. Le 19 septembre 2025, le gouvernement de Tallinn a pris la décision historique de fermer ce pont de l'amitié. Et il n'est pas simplement fermé temporairement, il restera fermé pour une durée indéterminée jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Voici le résultat de l'intrusion de 3 Mikoyan Gourevitch, prétendument égarés, qui ont longé la côte de l'Estonie pendant 12 minutes au-dessus des eaux territoriales estoniennes. Autrement dit, arrêt des passages vers et depuis la Russie jusqu'à la fin de la guerre avec l'Ukraine. L'étincelle qui a provoqué cette décision est apparue dans le ciel balte le même jour. 3 chasseurs russes, Mikoyan Gourevitch, 31, ont audacieusement violé l'espace aérien de l'Alliance, malgré tous les avertissements de l'OTAN et des radars estoniens. Ce n'était pas un accident ni une erreur de trajectoire, mais une provocation délibérée et très dangereuse du Kremlin. La réponse de l'Estonie à cette poursuite aérienne s'est traduite par un mur concret et permanent sur la terre, visible de tous. Depuis lors, le pont de Narva n'a plus jamais été le même. D'immenses portes coulissantes en acier et des hérissons anti-chars en béton ont été placés au point de passage pour voitures, accompagnés du bruit des engins de chantier. Les scènes que nous avions vues à la frontière polonaise se répétaient désormais à l'extrémité la plus septentrionale de la Baltique. Mais la main crochue de l'impérialisme a également atteint l'Estonie. À suivre... Le côté estonien de la frontière s'est transformé en une véritable forteresse avec des barbelés, des boucliers métalliques et de nouvelles tours de guet. Des gardes-frontières estoniens lourdement armés et les unités de l'armée qui les soutiennent ont commencé à patrouiller à l'entrée du pont menant vers la Russie avec des visages déterminés et impassibles. La liaison de la ligne Moscou-Biélorussie avec l'Europe est désormais coupée dans l'extrême nord et s'est effondrée sur la côte baltique. Un nouveau rideau de fer est apparu. L'apparition de ce rideau d'acier a bouleversé les Russes dans les premières heures et les premiers jours. La fermeture de la frontière sur le pont fut une décision géopolitique qui a aussi bouleversé instantanément la vie de milliers de personnes. On pourrait demander en quoi ces gens sont-ils coupables. Mais si tout va bien pour eux, un coup de feu retentit dans le bureau de Maria Jenner. Remara pense que tant que la guerre en Ukraine se poursuit, le pays ne commencera jamais à exiger la fin de cette guerre. Eh bien, peut-être qu'ils ont fermé là-bas juste pour que l'Amérique voie, mais ils ont laissé la porte de derrière ouverte. Pendant ce temps, en même temps que la fermeture à Narva, des mesures similaires ont commencé à 2 autres postes frontières du sud de l'Estonie, Koidula et Luhamaa. À ces points de passage, des portails en acier rétractables et des barrières en béton ont également été installés qui peuvent être fermés en quelques secondes, en cas de crise. L'objectif était de contrecarrer dès le départ toute tentative de la Russie de déstabiliser l'Estonie, en utilisant des migrants illégaux comme armes ou en essayant de lancer une invasion militaire soudaine, comme déjà vu aux frontières polonaises et lituaniennes. Ces mesures physiques font partie d'un concept de défense nationale beaucoup plus large. L'Estonie, petit pays, ne peut rivaliser en population ou armée avec son grand voisin, la Russie. Cependant, l'Estonie a retenu de son histoire que l'indépendance doit se défendre. Elle ne s'obtient pas. Le traumatisme profond causé par l'occupation soviétique a inscrit à jamais dans l'identité nationale la crainte d'une résurgence de la Russie. Ce n'est pas seulement une menace pour l'existence, c'est une menace à l'existence elle-même. C'est pourquoi la doctrine de défense de l'Estonie ne repose pas sur la victoire dans une guerre, mais sur le fait de rendre impossible son déclenchement.
L'Estonie s'est fermée à la Russie, la Pologne s'est fermée à la Russie, il semble que la Finlande prenne des mesures similaires. L'Estonie et la Lituanie servent de passage ferroviaire de rechange pour les produits chinois. Quand trop de trains passent par la Pologne, ils sont détournés, disons, vers la Baltique pour être livrés en Europe du Nord. La Lituanie permet encore aux marchandises chinoises de transiter vers l'Europe, mais le transit vers Kaliningrad est pratiquement arrêté. Eh bien, à l'exception des médicaments, je crois, et de la nourriture, si je ne me trompe pas. L'Estonie est en train de prendre une décision sur la façon de se comporter dans cette situation. Mais même s'ils décident de continuer, ils ne pourront fournir qu'un faible pourcentage de ce que la Chine a perdu en Pologne. Quelques heures après la fermeture du pont de Narva, des messages de soutien sont arrivés de Lettonie et de Lituanie. Ce soutien dépassait la rhétorique diplomatique. La Lettonie a aussitôt relevé au maximum la sécurité à ses postes frontières avec la Russie à Grebneva et Tereova à Arab. Des unités supplémentaires de la gendarmerie et de l'armée ont été déployées à la frontière. Le gouvernement letton a aussi décidé d'accélérer l'installation de barrières physiques pouvant fermer les postes frontières en quelques secondes en cas de crise. De manière similaire à l'approche de l'Estonie, la Lituanie, peut-être le pays balte le plus vulnérable géographiquement, a adopté une position encore plus ferme, accueillant le corridor de Suwałki, qui est vital pour l'OTAN. Coincée entre Kaliningrad et la Biélorussie, la Lituanie a vu les actions de l'Estonie comme un appel à agir, non comme un avertissement. Vilnius a immédiatement augmenté le nombre de personnels aux principaux points de passage frontaliers avec la Biélorussie, tels que Medininkai et Lavoriškės, et a décidé d'accroître la fréquence des exercices militaires conjoints avec la Pologne dans le corridor de Suwałki. Ces actions simultanées ont formé une véritable muraille balte. La Russie n'affrontait plus des pays faibles et isolés. Elle s'est retrouvée face à un front uni de l'Estonie à la frontière sud de la Lituanie, coordonné militairement et politiquement. Les soucis avec la Baltique et la Pologne sont mineurs pour la Chine, mais à force de répétition, ils finissent par l'impacter. Et la Chine va suivre cela de près, car la guerre commerciale de Trump nuit à l'économie chinoise. L'économie ralentit, les signaux sont partout, la production des usines diminue, les dépenses sont faibles, le marché du travail est instable, le chômage augmente et les salaires ne progressent pas. En août, le chômage en Chine a atteint 5,3%, un record sur 6 mois. Le chômage des jeunes atteint près de 19%, un record. La guerre commerciale a un impact. En août, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 33%. Les États-Unis sont le principal marché de la Chine. En 2024, la Chine a exporté pour plus de 500 milliards de dollars de marchandises en un an. C'est pourquoi une baisse de 33% en un mois est un coup sérieux. Maintenant, si l'on regarde la situation dans son ensemble, l'économie chinoise est confrontée à deux problèmes. L'un est externe, l'autre est interne. Le premier problème, bien sûr, c'est la guerre commerciale de Trump. L'impact des tarifs se fait sentir, les exportateurs chinois perdent leur position sur le marché américain, qui est leur plus grand marché. Le deuxième problème, c'est le ralentissement interne en Chine. Le secteur immobilier traverse une grave crise. La situation des consommateurs empire. La confiance des investisseurs est faible et le marché du travail reste incertain. Les Chinois épargnent davantage, ils dépensent moins, cela étouffe la demande et c'est maintenant un problème plus grave. Le ralentissement à l'intérieur de la Chine suscite plus d'inquiétude que la baisse du niveau de consommation. Donald Trump a réussi à transformer le Mexique, qui était un allié et partenaire de la Chine, en un ami fidèle, un voisin et un camarade des États-Unis. L'évolution de la position du Mexique envers la Chine. Bien que la Chine soit le deuxième plus grand fournisseur de marchandises pour le Mexique, ce dernier s'est aligné plus étroitement sur les États-Unis d'Amérique, les priorités économiques lorsque Trump est revenu au pouvoir. Alors, après avoir flirté avec un possible partenariat pour la construction d'une usine de production de véhicules électriques pour la société chinoise BYD, le Mexique a annoncé de nouveaux droits de douane jusqu'à 50%, près de 1500 catégories de produits en provenance de Chine et d'autres pays asiatiques. Le Mexique, qui pensait que la Chine allait construire de nombreuses usines sur son territoire pour produire des biens destinés à la vente aux États-Unis, a vu la Chine obligée de fermer des usines inachevées et les États-Unis punir la Chine avec des droits de douane.
Et même ces pays dans lesquels la Chine importe ses produits, trompant le monde en faisant croire qu'il ne s'agit pas de produits chinois, mais de produits de ces pays. Autrement dit, le Mexique a compris que cela ne marcherait pas non plus. Ayant compris que l'entrée massive de produits chinois au Mexique pousserait les États-Unis à augmenter les droits de douane sur tout ce qui vient du Mexique, la présidente Shonan Baum a pris une décision. Eh bien, elle a pris sa décision. Une énorme liste de produits chinois sur lesquels ils vont désormais prélever des droits de douane, des taxes et des frais. C'est-à-dire que la Chine devra payer, ou bien ceux qui importent ces produits, que ce soit en des entreprises mexicaines ou autres, devront payer pour l'importation de ces marchandises au Mexique. Le droit de douane reste important. C'est presque identique à ce que fait Donald Trump, jusqu'à 50%. Cela signifie qu'il ne sera plus possible de les réexporter vers les États-Unis, ce sur quoi, bien sûr, le Mexique comptait beaucoup. La partie inférieure de la liste indienne se trouve en réalité en haut de la liste chinoise. Ils sont très présents en sciences, ingénierie et recherche médicale, souvent sponsorisés par universités et laboratoires, parfois hors quota. De nombreux citoyens chinois travaillent également dans des rôles technologiques et d'ingénierie dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l'équipement, l'ingénierie, la robotique et l'intelligence artificielle. De grandes entreprises technologiques américaines comme Google, Microsoft ou Apple les recrutent aussi. Beaucoup de citoyens chinois travaillent dans la santé et la médecine. D'ailleurs, ils ont bien fait. De mon point de vue, le plus grand marché du Mexique, c'est les États-Unis. Et le perdre à cause d'idées stupides de gagner de l'argent avec les Chinois est devenu, après l'arrivée de Trump, bien sûr, dangereux. Qu'est-ce que tout cela signifie, le temps ? Cela signifie une frappe conjointe euro-américano-mexicaine contre la Chine et donc aussi contre la Russie, le temps. Si, à cause du soutien à la guerre en Ukraine, l'économie chinoise commence à s'effondrer, leur soutien à la Russie cessera progressivement. Tous, même les Chinois et Russes, le comprennent. Ajoutons à cela un autre petit désagrément. La Chine et l'Inde nous envoient, sous couvert d'employer, leurs agents de renseignement. Je dirais cela ainsi. De plus, les entreprises béqueuses américaines font venir un grand nombre de spécialistes de pays moins chers, principalement d'Inde, mais aussi de Chine et de quelques autres pays, pour pouvoir payer moins, parce que nos spécialistes, quand ils les embauchent, ils doivent payer plus. L'idée, payer moins. Et ils utilisent un visa qui servait auparavant à trouver des spécialistes uniques à l'étranger. Je veux vous parler de ce qui se passe dans les économies des États-Unis, de l'Inde et de la Chine. Parce que Donald Trump, dans le cadre de sa vaste réforme, a modifié le système de visa pour les travailleurs qualifiés, et ce visa s'appelle le visa H-1B historiquement, les entreprises pouvaient demander à transférer des employés de l'étranger vers les États-Unis, et cela coûtait environ $5 000. C'est pourquoi de nombreuses entreprises utilisaient ce visa. Environ 85 000 de ces visas étaient délivrés chaque année. Cependant, Donald Trump durcit actuellement cet accord et a introduit une nouvelle taxe de $100 000 pour toutes les nouvelles demandes. Ce qui, évidemment, dépasse plus de 20 fois le coût historique. Parce que vous devez quand même payer $5 000 en plus, et cela aura un impact disproportionné sur les travailleurs indiens et chinois qui ont déménagé d'Inde et de Chine aux États-Unis. Le visa HB1 permet aux employeurs américains de recruter des travailleurs hautement qualifiés quand il n'y a pas assez d'Américains qualifiés. C'est à cela qu'elle a été historiquement utilisée. Donald Trump dit qu'aujourd'hui, elle est utilisée de manière excessive et qu'il y a en réalité des Américains qualifiés. Les entreprises refusent de les embaucher car cela revient plus cher que d'employer des travailleurs d'Inde ou de Chine. Ceci est principalement utilisé dans les secteurs de la technologie, la santé, l'ingénierie et la finance. Actuellement, il existe des restrictions sur ces visas. C'est 65 000 par an, plus 20 000 supplémentaires pour les personnes ayant l'équivalent d'un master ou plus aux États-Unis. Ainsi, au total, 85 000 de ces visas peuvent être délivrés chaque année. Elles sont délivrées pour 3 ans prolongeables jusqu'à 6 ans.
Ainsi, si vous en obtenez un, vous pouvez venir et travailler pendant les 3 années suivantes, voire jusqu'à 6 ans. Comme mentionné, le coût historique allait de 2000 à 5000 dollars uniquement pour les frais. Cependant, il y a désormais un coût supplémentaire de 100 000 dollars, soit une augmentation importante. Pour clarifier, les 5000 dollars servaient à la paperasse des notaires et des greffiers, et maintenant, en plus de ces 5000 dollars, il faudra ajouter encore 100 000 dollars. Si tu décides d'embaucher, disons, un employé d'Inde pour 3 ans et d'économiser par exemple 30 000 dollars par an, maintenant tu n'y gagnes plus rien. Et tu commenceras à n'embaucher que ceux dont tu as vraiment besoin. Et qui ne peut-on pas trouver aux États-Unis ? S'il est unique, paie-le, sinon c'est ta punition. Au fait, moi, à mon époque, dans les années 78, peut-être 77, on m'a invité aux États-Unis par une organisation qui s'appelait Jewish Press. Ça s'appelait un peu différemment, j'ai soudain oublié comment, tu vois ? Eh bien, ils avaient une télévision, une chaîne, une radio, plusieurs journaux, Israel Today, une sorte de Jewish Press, Israel Today. Ils voulaient purement trouver quelqu'un qui avait de l'expérience de travail avec les jeunes, et ce dans 2 langues. Ils voulaient être l'anglais et l'hébreu. Et qui pouvait aussi animer des émissions télé et radio pour les jeunes. Ils ont trouvé 2 personnes comme ça, et finalement, ils m'ont invité à travailler avec eux. C'est là que j'ai travaillé, comme on dit, pendant 2 ou je ne me souviens plus, peut-être même 3 ans. Les Indiens ont été les plus grands gagnants. Ils ont obtenu 71% de tous ces nouveaux visas. Plus de 610 000 ont été délivrés à des travailleurs indiens. La Chine arrive en 2e position avec 11,7%, soit près de 10 000 visas, tandis que le reste du monde compte pour 17%. Au total, 85 000 délivrés. Les travailleurs indiens ont principalement été employés dans l'informatique, les services et l'externalisation. Et les entreprises de cette catégorie incluent Infosys, Tata Consultancy Services Wipro, HCL Cognizant, qui amènent chaque année des dizaines de milliers de travailleurs indiens, principalement parce qu'ils sont payés beaucoup moins que les travailleurs qualifiés équivalents aux États-Unis. Le 3e utilisateur était Cognizant Technology Solutions, basé aux États-Unis, mais composé de personnel indien fournissant des services informatiques et de conseil. La raison pour laquelle elle est composée de personnel indien, c'est que cela coûte beaucoup moins cher que d'embaucher de nombreux employés américains. Google occupe la 4e place, suivie par Tata Consultancy Services, la plus grande entreprise indienne de services informatiques. Les opérations aux États-Unis dépendent de milliers de ces visas pour les contrats d'externalisation. Meta est le 6e plus grand utilisateur et possède Facebook, Instagram et WhatsApp. Microsoft occupe la 7e place, suivie par Apple HCL America, qui est la filiale américaine d'une entreprise informatique indienne, et International Business Machines occupe la 10e place. Mais je pense que le thème récurrent que nous voyons chez toutes ces différentes entreprises, c'est que la raison pour laquelle elles utilisent ces visas, c'est d'abord le manque de compétences. Mais deuxièmement, et probablement le plus important, c'est la différence significative de coût entre l'embauche de personnes venant d'Inde et de Chine par rapport à l'embauche de personnes aux États-Unis. Et c'est exactement pour cela qu'ils le font, tout simplement parce que c'était moins cher. C'est-à-dire qu'ils font venir un spécialiste indien ou chinois, tandis que notre Américain se retrouve au chômage et nous lui versons des allocations parce que quelqu'un a fait venir un Chinois moins cher. Eh bien, je voulais publier cette vidéo parce que ces derniers mois, nous avons vu beaucoup d'initiatives différentes introduites par Donald Trump qui ont nui à la fois à la Chine et à l'Inde. Et tout récemment, j'ai fait une 50% sur tous les produits importés d'Inde aux États-Unis parce que l'Inde continue d'acheter du pétrole russe. Donald Trump a annoncé qu'une taxe punitive supplémentaire de 25% sera imposée tant que ces achats ne cesseront pas. Et ce dont nous avons parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que maintenant cela vise les travailleurs, et pas seulement les entreprises en Inde et en Chine. Ce nouveau système de visa va désormais concerner des dizaines de milliers de travailleurs venant d'Inde et de Chine vers les États-Unis. Premièrement, pour gagner de l'argent, et deuxièmement, pour améliorer leurs compétences et accroître leur compétitivité.
Et la raison pour laquelle les entreprises paient le déménagement de ces personnes depuis l'Inde, c'est parce qu'il coûte beaucoup moins cher que d'embaucher des gens aux États-Unis. Le salaire moyen, il y a une énorme différence entre eux. Il y a aussi une nécessité de compétences. Donc, certains de ces travailleurs indiens ont vraiment des compétences. C'est pourquoi ils sont amenés. Mais ce que Donald Trump a fait, c'est essentiellement introduire une nouvelle taxe de 100 000 $, ce qui signifie essentiellement que seuls les meilleurs travailleurs continueront à être embauchés en utilisant ce système. Parce que vous n'allez pas faire venir quelqu'un qui n'a pas de compétences, que vous allez former sur place, parce que cela vous coûtera beaucoup d'argent à l'avance. Et bien sûr, la raison en est que Donald Trump veut que les travailleurs américains soient embauchés en premier avant de faire venir des gens d'Inde et de Chine. Mais cela aura vraiment un grand impact non seulement sur ces personnes, mais aussi sur les économies de l'Inde et de la Chine, surtout sur l'Inde. Parce que 57% de tous les revenus de l'industrie informatique en Inde proviennent des États-Unis. Donc toutes ces entreprises que nous avons examinées précédemment et qui sont parmi les plus grands utilisateurs de ces visas sont de grands acteurs aux États-Unis d'Amérique. Il est bien moins coûteux de recourir à ces entreprises pour gérer l'ensemble de vos systèmes informatiques et logiciels. Parce que c'est un processus assez laborieux si vous avez des personnes qui doivent répondre aux appels, mettre à jour les logiciels numériques et simplement gérer tout cela. Et donc, embaucher des personnes qui coûtent beaucoup moins cher a évidemment du sens d'un point de vue commercial en termes de profit et de pertes. Mais Donald Trump ne veut pas que cela continue, il veut que ces postes soient occupés par des travailleurs américains. Trump est le président des États-Unis. Le peuple ne comprend pas cela. Chacun pense qu'il est soit le président du monde, soit le président de leur propre pays. Et il est le président des États-Unis d'Amérique, pas du monde. Il a été élu pour améliorer notre vie ici, la meilleure vie en Amérique, avant tout. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait en réalité. Bon, pour finir en beauté, une petite chose, mais ça fait plaisir. Ces derniers jours, nous avons vu Nicolás Maduro et Xi Jinping démontrer leur proximité et la profondeur des relations entre ces deux pays. Il suffit de voir comme Maduro voulait être photographié le jour du défilé de la victoire en Chine, une photo qui projetait la force et le soutien au reste du monde. Et par reste du monde, nous entendons les États-Unis, néanmoins la Chine. Que puis-je dire? Il gardait un profil plutôt bas. De nombreuses déclarations et interventions dans les organisations internationales, mais peu de moyens financiers. Pas seulement en politique, mais aussi dans l'économie. La Chine, autrefois protectrice du gouvernement bolivarien, s'en éloigne depuis quelque temps. Alors, ici, à Visual Economic, nous nous sommes posé plusieurs questions. Pourquoi la Chine et le Venezuela étaient-ils des partenaires aussi importants? Pourquoi Xi Jinping semble-t-il refuser de soutenir Maduro en ce moment? Comment ce problème affecte-t-il les économies des deux pays? En 2013, après sa victoire controversée sur Enrique Capriles, le dictateur vénézuélien a fait ses valises et s'est envolé immédiatement pour Pékin. Tandis que plusieurs pays d'Amérique latine, peu proches des États-Unis, doutèrent du nouveau président du Venezuela, la Chine a choisi d'investir davantage. Il a élevé les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global et a accordé pas moins de 14 milliards de dollars. L'objectif était de garder Maduro au pouvoir. Attention, l'histoire se répète souvent. En 2018, Maduro a été réélu après avoir exclu les candidats de l'opposition et interdit plusieurs partis rivaux. La démocratie façon bolivarienne, résultat prévisible. Condamnation internationale, opposition indignée, et la moitié de la région refuse de reconnaître sa réélection. Mais Pékin s'est à nouveau montré comme un véritable ami, apportant un soutien diplomatique, une aide économique et accueillant Maduro avec les honneurs en septembre. Mais ce n'est pas tout. En 2019, lorsque Juan Guaidó a tenté de prendre le pouvoir avec le soutien de nombreux pays, la Chine a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour bloquer la reconnaissance. La situation aurait-elle changé sans le veto de la Chine? Évidemment non, mais cela envoie un signal clair. Évidemment, la question se pose. Quel intérêt la Chine a-t-elle à ce que Maduro ne tombe pas? Et ici, l'économie joue un rôle clé. Le Venezuela, comme la Russie, est une station-service. À ce stade, vous le savez probablement déjà tous. Mais il y a un fait qu'il faut garder à l'esprit. Les chavistes ont détruit l'extraction de pétrole dans leur pays. Petróleos de Venezuela, société anonyme, autrefois une grande compagnie pétrolière, a été transformée par les chavistes en agence de recrutement pour leurs proches.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle produit environ 4 fois moins de barils qu'il y a 45 ans. C'est de la folie. La Chine a prêté beaucoup. On parle de grosses sommes. Venezuela. Tu as entendu parler de la nouvelle route de la soie? Le géant asiatique consacre d'importants fonds à des méga-infrastructures à l'étranger. À quoi Maduro a-t-il dépensé cet argent? C'est la question à Pékin. Alors que la Chine constate le succès de ses investissements dans d'autres pays d'Amérique latine, ses investissements au Venezuela ne se sont pas avérés fructueux. Après de multiples violations de contrats par le Venezuela et l'allongement des délais pour ses dettes envers les banques chinoises, la Chine est devenue l'acteur clé dans l'avenir d'un pays sans avancée en développement. En réalité, ces investissements censés transformer l'économie bolivarienne n'ont laissé aucune trace au Venezuela. Nous ne savons pas s'ils ont mal investi ou s'ils ont simplement volé l'argent, mais une chose est claire, Maduro est absolument incapable de rembourser la dette à Xi Jinping. Trump à la Maison-Blanche et ses menaces d'imposer des tarifs secondaires à ceux qui commercent avec des ennemis comme la Russie ou le Venezuela. Que puis-je dire? Aussi étroites ou stratégiquement importantes que soient les relations entre Caracas et Pékin, les inconvénients d'une intervention l'emportent largement sur les avantages pour le géant asiatique. Les cartels des FIS ou la démocratie en Amérique latine ne l'inquiètent pas, mais l'argent, oui. Et Maduro ne peut pas rendre l'argent investi et il ne peut pas expliquer où sont passés les milliards reçus. Voilà, c'est un petit rien, comme on dit, oui, mais c'est agréable à entendre, tout simplement agréable. La Chine est stupéfaite. Maduro. En plus, l'Amérique attaque ses bateaux. Ils transportent de la drogue là-bas, gagnent de l'argent et ils se font tirer dessus. C'est horrible. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.